Qu'est-ce que tu veux dire? Vous regardez ça sur votre caméra. C'est parti. Ok. Bonjour, bienvenue à cette première de Flash Info Afrique sur Diaspora Interaction. À chaque 2 semaines, pendant 15 minutes, il me fera plaisir de faire le tour de l'actualité africaine avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation et la crise politique au Mali. J'ai le plaisir d'avoir un invité qui va m'aider à analyser cette situation. Il s'agit de mon collègue Ibrahima Sidibé Pommier. Merci pour votre disponibilité. Merci. En même temps, nous allons aborder la situation politique en Côte d'Ivoire et en Guinée, où on parle des 3e mandats des présidents actuels. S'agissant des autres actualités africaines, au niveau de l'Afrique du Sud, vous savez que c'est le pays en Afrique qui a été le plus touché par la Covid. Un premier vaccin est en train d'être testé en Afrique du Sud. Et ce vaccin, espérons qu'il va nous aider à résoudre le problème. En même temps, par rapport à cette situation du Covid, le continent africain a très bien résisté à cette crise. Et présentement, c'est la réouverture des frontières des pays africains, ce qui permet les relations internationales et bilatérales du continent. Dans la même ligne de mire, nous pouvons parler de l'arrestation de plus d'une centaine de personnes au Nigeria à travers les djihadistes. En Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, il y a des tensions politiques qui reviennent. Il y a un 3e mandat qui est en cours. Le président Alassane Ouattara, comme son collègue de Guinée, M. Lassana Conté. Non, Alpha Condé. Alpha Condé. Continue, je vais couper. OK. C'est un montage. Oui, donc... Voilà, le président guinéen. Le président guinéen Alpha Condé, lui aussi, il tente vers un 3e mandat. Donc, présentement, dans toute la région Afrique subsaharienne, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous avons des crises politiques qui sont en cours, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la crise malienne et voir les conséquences dans la sous-région. Car présentement, ce qui se passe au Mali, la plupart des spécialistes pensent que c'est une tendance qui va se reproduire dans la sous-région. Monsieur Ibrahima, merci d'être présent avec nous. Qu'est-ce que vous pensez présentement de ce qui se passe au Mali? Nous savons qu'il y a eu un putsch hier où l'agent militaire a destitué le président actuel et le premier ministre qui sont sous le contrôle de l'armée. Mais bien avant ça, il y a eu pas mal de tensions au niveau du Mali. Il y a eu des mouvements, il y a eu des marches, les associations religieuses, la population, vraiment le pays était sous tension. Quelle est votre lecture de cette situation actuelle au Mali? Alors, c'est sûr que ce qui se passe au Mali est la conjonction de plusieurs crises. On le dit depuis bientôt une dizaine d'années que la situation du Mali ne s'est pas améliorée malgré tout l'apport de la communauté internationale. On a l'armée française, on a le MINUSMA, on a plusieurs concours qui font que malgré tout, on a un État qui est gravement malade, une situation qui ne se stabilise pas. La crise s'est déportée sur les pays voisins. Et donc, de tout ça a émergé ce mouvement qu'on appelle le mouvement patriotique, le RFP M5, et donc qui a canalisé toutes les frustrations donc, des gens à l'intérieur du pays et qui a donc donné des manifestations dont celle du 10 juillet a été violemment réprimée par le pouvoir, ce qui a aggravé le problème de légitimité du pouvoir des IBK. Et donc devant le mutisme du président malien et surtout l'échec aussi des tentatives de médiation, que ce soit de la CEDEAO ou de certains acteurs locaux, font que l'armée, comme d'habitude dans la plupart de ces pays africains, est le dernier arbitre. Voilà, donc on a eu une éruption de l'armée hier, ce qui fait que le pouvoir de l'IBK a été donc renversé. En fait, on l'a poussé à la démission. C'est par rapport au coup d'État de Sanogo en 2012, c'est sûr qu'on a un peu mieux en termes de style, la manière dont les choses se sont passées. Il n'y a pas eu des violences.
Ils sont allés tout simplement accueillir le président, le Premier ministre dans sa résidence privée. Ce qui fait que donc maintenant, le but, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer, l'après. L'après. Donc il y a un comité de salut public qui a été mis sur pied. Est-ce que ça va pouvoir donner l'opportunité de mettre à plat, de refonder le Mali? C'est dans leurs intentions. On va voir comment ils vont aussi s'associer avec ce mouvement, qui était un mouvement citoyen, un mouvement de gens extrêmement convaincus et dévoués, qui étaient prêts vraiment cette fois-ci à se sacrifier pour un changement réel. Donc, par rapport à votre analyse, on sait qu'il y a eu le mouvement social avec Diko, qui est un membre très influent. Maintenant, la question qu'on se pose par rapport au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la junte militaire va faire alliance avec Diko, les religieux? Ça va être une première en Afrique ou qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer, on est dans les schémas classiques des coups d'État. C'est sûr qu'il y a une transition qui va être mise sur pied. Je pense que ça va être beaucoup plus dans une espèce de partage de pouvoir. Donc l'armée va probablement garder peut-être quelques ministères régaliens, la défense, la sécurité intérieure, et ensuite on va associer les civils de ce mouvement patriotique pour pouvoir gérer les choses. Ceci étant donc avec un objectif rapide d'aller aux élections, de faire des élections qui vont être cette fois-ci crédibles et de poser les bases de l'État. Parce qu'il faut le rappeler, l'État au Mali a totalement failli et presque dissolu. Le pouvoir ne contrôlait que la zone de Bamako et l'extrême sud. Par rapport à ça, on sait que depuis quelques années, il y a plusieurs organismes, que ce soit les Nations Unies à travers le MINUSMA, l'armée française qui a plus de 5000 hommes au Mali et tout. Et avant même que les soldats nagistes, la CEDEAO a intervenu, qu'est-ce qui fait que cet échec de la plupart des organisations internationales qui n'ont pas pu aider à résoudre ce problème qu'on vit au Mali et qu'on craint qu'il va s'étendre dans d'autres pays? Moi, pour la CEDEAO, je disais simplement qu'on est dans le schéma classique. La plupart de ces organisations sous-régionales, ils ont aussi des intérêts, ils défendent leur propre business, comme on dit en jargon. Donc, ils avaient intérêt tout simplement à défendre IBK parce que pour eux, ils sont tous confrontés dans les mêmes situations dans leur pays. On va l'évoquer d'ailleurs, que ce soit la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Ce sont des pouvoirs qui sont usés, ce sont des pouvoirs qui sont contestés, ce sont des pouvoirs qui sont en mal de légitimité et qui n'ont pas en plus cette propension à partir, donc qui veulent s'accrocher. Donc voilà, donc l'exemple malien ne devrait pas faire tache d'huile et c'est pour ça qu'ils soutenaient mordicus le pouvoir des IBK. Et d'ailleurs, à ce propos-là, la réussite facile de ce coup d'État va leur poser énormément de difficultés. Parce que l'armée dans ces pays aussi pourra peut-être se dire, mais si les choses continuent à déraper, pourquoi pas nous? Par rapport à la lecture de ce qui se passe au Mali et de ce qui se passe sur le continent, plusieurs coups d'État qui se répètent, des démocraties qui ne marchent pas, pensez-vous que les pays africains, depuis les années 90 à maintenant, on est vraiment prêts pour la démocratie? Ça, c'est une ouverture que je fais. Oui, alors c'est sûr que c'était Chirac qui avait lancé cette fameuse boutade que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Moi, je ne suis pas du tout dans ce paradigme. Je pense que la démocratie, c'est celle que nous produisons, celle que nos sociétés civiles produisent. Et la démocratie arrive par un jeu, une conjonction de forces qui s'organisent et qui se structurent dans des combats acceptés, mais ça suppose surtout d'abord un État qui fonctionne et des institutions. Et le drame souvent de nos pays africains, c'est souvent les institutions qui faillissent, qui n'existent pas ou qui sont faibles, tellement faibles que donc les hommes politiques peuvent aisément les contourner. Mais pour moi, le besoin de démocratie, de justice sociale, d'ouverture, des élections pluralistes est réel. Et d'ailleurs, depuis les années 90, il y a des élections qui se font. Mais sauf que ce sont des élections qui sont truquées, qui sont volées et qui d'ailleurs génèrent plus d'insécurité que de stabilité. Et c'est un mal francophone en plus, le plus quand on regarde l'ensemble du continent.
Donc, si je comprends bien, c'est ce qui fait que l'armée n'a pas le choix que d'intervenir pour pouvoir rétablir l'ordre dans la plupart des pays sous tension. Oui, mais c'est ça, l'armée devient le dernier recours. Et c'est souvent triste parce que l'armée n'est pas fait pour ça dans un système normal. Mais tant qu'on ne va pas régler les vrais problèmes de gouvernance, on aura toujours des situations comme ça qui arrivent, celles qui arrivent au Mali, ou ces rébellions cycliques qui n'en finissent pas. Et le terrorisme, c'est la même chose. Plus on va avoir des gouvernances qui ressembleraient aux sociétés, et à écouter nos sociétés, mieux on va avoir des capacités à faire face aux difficultés qui vont se mettre devant nos chemins. Et ce qui est difficile, c'est ça. Quand on a des présidents qui ne regardent que Paris ou Washington ou ce que la communauté internationale pense, ben, ils se mettent au dos les populations locales. C'est les populations locales, ce qui est leur terreau. Et c'est ça qui a coûté cher à l'IBK. 5 minutes. Moins que 5 minutes, vous êtes à 11 minutes. OK. Passez à d'autres Oui. sujets. L'analyse actuelle de la situation au Mali et la plupart des spécialistes de géopolitique stratégique d'Afrique subsaharienne analysent la situation au Mali et pensent que c'est quelque chose qui peut se reproduire. Comme on l'avait dit dans l'introduction, présentement la Côte d'Ivoire est sous tension. Après le décès du Premier ministre, le président actuel qui avait promis ne pas faire un troisième mandat, il revient en charge sur un troisième mandat. Il y a eu des mouvements, il y a eu quelques tensions. Et présentement, la Côte d'Ivoire, qui est le poumon économique de la sous-région, est sous tension. Par rapport à la situation au Mali et à la lecture que vous pouvez faire de la Guinée, qui est dans le même cas que la Côte d'Ivoire, quelle analyse on peut faire de cette situation ? Mais on peut faire de cette situation que, comme je disais, la plupart de ces dirigeants sont de plus en plus déconnectés, ne comprennent pas les enjeux, ne savent pas qu'il faut à un certain moment savoir partir et mieux gérer sa sortie. C'est sûr que Ouattara a pris une décision qui est vraiment triste et déplorable. Moi, j'étais parmi ceux qui, en 2010, on le soutenait en disant qu'il a le droit de se présenter et qu'on devrait, dans un jeu ouvert, que tous les candidats soient là. Mais aujourd'hui, il a dit 2 mandats, il a dit publiquement qu'il ne partait pas. Je pense que c'est un déni de démocratie et maintenant, la Côte d'Ivoire étant ce qu'elle est et n'est pas encore apaisée, n'est pas pensée toutes ses plaies, le risque est réel. Alors, quant à la Guinée, c'est sûr qu'on a des enjeux qui sont différents, mais qui sont toujours quand même problématiques en termes surtout ethniques. La Guinée est toujours partagée entre les Peuls, les Soussous et les Malinké. Alors, Alpha Condé gère ce pays de manière un tout petit peu autocratique depuis quelque temps, malgré son côté universitaire, Sorbonne, art et tout ça. Mais les violences sont routinières et c'est sûr que la Guinée regarde beaucoup le Mali. Et d'ailleurs, c'est Sékou Touré qui disait que le Mali et la Guinée sont 2 poumons d'un même corps. Donc, à suivre. À suivre, et cette situation est un peu... Parce qu'on tend vers des élections à la fin de 2020, ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est fin octobre, la Guinée qui s'en vient, un peu partout dans l'Afrique francophone, c'est des élections qui s'en viennent. Espérons que nous allons pouvoir s'en sortir dans ces pays sans reproduire ce qui s'est passé au Mali. Et nous, en tant que diaspora africaine à l'international, nous avons un œil sur ce qui se passe sur ce continent. Nous faisons des analyses, nous souhaitons le meilleur pour ce continent qui a tous les potentiels pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'en sortir. Il faut juste donner la place à cette jeunesse qui veut prendre sa place, qui veut être là pour aider ce continent à réussir. Les 60 ans, tu as parlé des 60 ans, tu as parlé des autres points. L'Afrique du Sud. J'ai parlé de l'Afrique du Sud. Tu as parlé? Oui. Non. J'ai commencé par ça. Oui, non, mais en je pensais qu'on devrait commenter le vaccin. Oui, on va... Faites-le vraiment rapide. Là, on a 13 minutes. Là, 13 Ouais. Ben, comme tu vas couper là. Oui, mais... Donc, on fait vite Afrique du Sud, le vaccin contre la Et les Covid 60 ans d'indépendance. et les 60 ans d'indépendance. Soyez vraiment Ah, ouais. Bref, non, c'est... Oui, moi je suis concis. Hein.
En 2 secondes, je peux parler de l'Afrique du Sud. Ok. OK? Ok. Donc, allez-y. Donc, nous savons que la crise de la Covid, c'est une crise mondiale. Le continent africain a été aussi frappé. Le pays qui a été le plus touché, c'est l'Afrique du Sud. Et on est content de savoir qu'il y a un vaccin qui est en train d'être testé en Afrique du Sud. Quelle analyse faites-vous de cette crise du Covid sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique du Sud? Mais sur le continent africain, c'est sûr que oui, l'Afrique résiste très bien. C'est qui est quand même qui fait faux à tous les discours alarmistes qui pensaient que les gens allaient mourir dans les rues, qu'on allait ramasser des centaines de morts. Enfin, et puis les pays africains, malgré les modestes moyens, ont mis en place, ont la mémoire des épidémies et ils savaient gérer déjà les maladies Ebola et tout ça, donc ça a beaucoup aidé. Et l'Afrique du Sud étant justement le pays qui est la locomotive du continent et qui a aussi le plus, qui est une équipe médicale et des laboratoires sophistiqués, est en train de trouver un vaccin. Et moi je trouve que c'est une bonne chose que le continent participe dans cette lutte mondiale contre cette nouvelle pandémie. Merci. Nous allons maintenant aborder les 60e d'indépendance de la plupart des pays africains. C'est la 60e année d'indépendance. Quelle lecture allez-vous faire? Parce que depuis les indépendances, mais on sent que jusqu'à présent, nos pays africains sont toujours comme des préfectures. Les décisions se prennent ailleurs, on a des présidents, on a des pays qui sont là, mais c'est toujours comme des préfectures de l'Occident. Oui, c'est sûr que 60 ans après l'indépendance, on voit bien qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire. L'Afrique francophone est à la traîne. Les États sont beaucoup plus fragiles même qu'avant 60, ce qui pose la vraie question du rôle de la France et de la place aussi des élites. La plupart des élites sont formées souvent en France et se reproduisent des schémas qui sont inadaptés. Je pense que les décennies à venir vont être sur ces sujets-là que ça va se jouer. On a une jeunesse de plus en plus qui arrive. Dans quelques années, on aura des jeunes qui seront nés bien avant les décolonisations, qui vont commencer à être au pouvoir. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que les choses vont se faire. Mais par contre, il faut qu'on pose les bases dès maintenant d'une vraie décolonisation sans brusquer la France, mais dire les choses que telles qu'elles sont. Certaines pratiques ne peuvent plus continuer. Donc là, tu conclus et tu donnes rendez-vous pour la prochaine fois. Donc, merci de nous avoir écoutés. Non, tu veux prendre ta conclusion. Hein? Tu dis merci aux invités et puis tu donnes... Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Tu voulais dire un dernier mot? Normalement, tu dois lui faire... Oui, merci. Oui. Moi, je te remercie. T'es prêt? Donc, carte fou. Je pense que ça a bien été. Hein? Bah oui, on a juste été un peu plus que du temps. Bah oui, mais comme on va couper là. C'est ça, parce que sur le Mali, on s'est... Sur le Mali, on s'est un peu... on est allé, quoi. Alors, on espère que cette première vous a intéressé. Laissez nos nouveaux commentaires ou vos critiques. Merci de nous avoir écoutés. Alors, M. Ibrahima, dernier mot. Et sois bref parce que ça va pas prendre de temps. Ouais. T'es prêt? T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, attention, go. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci Ibrahima pour vos excellentes analyses de la situation géopolitique en Afrique et merci pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci. Laissez-nous vos commentaires, vos critiques. Si les gens... Ok, c'est bon, on laisse comme ça, c'est bon.